Imagine-toi à Oxford, tenant la main de ta mère. Ta mère tient la main de ta grand-mère, qui tient celle de ton arrière-grand-mère, créant une chaîne. La chaîne atteint Land's End en Cornouailles, sans pouvoir aller plus loin. Près de Cirencester, ceux qui se tiennent la main seraient des Homo erectus. Près de Taunton, ils seraient comme Lucy, Australopithèque. Sur les rochers de Land's End se tiendrait l'ancêtre commun que nous partageons avec les chimpanzés. Maintenant, de son autre main, la matriarche de Land's End saisit la main d'une autre fille. Cette fille tient sur la main de sa fille, etc. La chaîne parallèle avance maintenant sur la route menant à Oxford. Les deux chaînes de cousins de plus en plus éloignés se font face tout au long du chemin. Quand la lignée des filles arrive à Oxford, chimpanzés et humains modernes se retrouvent face à face. Ces cousins modernes, pourtant, sont d'espèces totalement différentes. Ils ne peuvent pas se reproduire entre eux. Pourtant, à chaque étape de la chaîne des ancêtres, autour du virage en épingle à cheveux, à Land's End et de retour à Oxford, chaque individu appartient à la même espèce que son voisin. Il y a un changement progressif, si progressif qu'il est bien en dessous du seuil de perception. Une autre façon d'essayer de comprendre le concept de l'évolution sur une échelle de temps immense est d'imaginer une photo de vous, prise chaque jour tout au long de votre vie, depuis le jour de votre naissance jusqu'à ce matin même où vous vous êtes réveillé. Si vous alignez toutes les photos prises de vous et que vous les regardez, chacune jour après jour dans l'ordre, vous ne pourrez pas détecter de différence entre vous un jour et la photo de vous le lendemain. Vous ne pourrez distinguer clairement le passage de bébé à tout petit, ni celui de l'adolescence à l'âge adulte. Cela s'est fait progressivement, comme l'évolution biologique sur des milliers de générations. En regardant vos photos en sautant une année à chaque fois, vous verrez une nette différence. Et si vous aviez une photo de chacun de vos ancêtres jusqu'au tout premier organisme et que vous faisiez de grands sauts entre les photos de milliers voire de millions de générations à la fois, vous pourriez voir une distinction claire entre les espèces. Les espèces dont nous sommes issus, arbre généalogique. Nos cerveaux sont sans doute les objets les plus complexes que nous connaissons. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup les voient comme des chefs-d'œuvre témoignant d'un concepteur intelligent. Pourtant, en étudiant l'apparition de la vie via l'évolution, on découvre de nombreuses caractéristiques inattendues du point de vue théiste. L'évolution est un processus très gaspilleur et inefficace. Lorsque les gens créent en quelque chose, nous essayons de concevoir à l'avance le meilleur plan possible, puis nous construisons la chose selon ce plan. La sélection naturelle, moteur de l'évolution, teste de nombreuses conceptions au hasard, puis élimine les erreurs. C'est comme un ingénieur testant au hasard toutes les configurations pour construire un pont, le laissant s'effondrer jusqu'à ce qu'une tienne par hasard. Eh bien, ce n'est pas de la conception, c'est de la folie. De plus, parce que l'évolution doit opérer en apportant des modifications progressives à des structures préexistantes, elle laisse les organismes avec de nombreux traits qui sont fonctionnellement inutiles, voire dysfonctionnels. Chez l'humain, respirer et avaler passaient par des ouvertures très proches, ce qui cause souvent des étouffements, et cela aurait pu être évité. L'appendice, souvent inutile, peut s'infecter et être mortel. Le canal de naissance est trop étroit, ce qui augmente les risques de blessures, voire de décès lors de l'accouchement. La liste continue. Nous savons aussi que presque toutes les espèces ayant existé sur Terre ont disparu. Chaque musée d'histoire naturelle est un cimetière d'échecs. Le gaspillage, l'inefficacité et l'imperfection de l'évolution biologique sont plus probables si l'on suppose qu'il s'agit d'un mécanisme causal aveugle, sans esprit et au pouvoir limité, que si l'on suppose qu'il s'agit de l'instrument, d'une manière ou d'une autre, d'une intelligence rationnelle toute puissante. Il serait étonnant qu'un tel être crée la vie ainsi.
Vous ne pouvez pas espérer atteindre la vérité sur la réalité si celle-ci est contaminée par des préjugés subjectifs. Et le biais subjectif est précisément le cœur du problème lorsque nous examinons les mouvements influents d'aujourd'hui contre la science. On croit d'abord, puis on cherche des preuves pour confirmer, raisonnement motivé, biais de confirmation, biais rétrospectif. Les personnes intelligentes croient parfois à des choses étranges car elles en sont capables. Donc la question est, toutes les croyances, peut-on éviter ces biais cognitifs dans ce type de génération? Oui, grâce à la science. La méthode scientifique a été développée au fil des siècles pour cette raison précise, à commencer par Francis Bacon qui disait « Regardez, nous avons tous ces problèmes cognitifs qui nous amènent à déformer notre perception, à commencer par le minerai dans l'eau qui semble courbé alors que vous savez qu'il ne l'est pas, mais il a vraiment l'air courbé, on ne peut pas toujours faire confiance à sa vision et ainsi de suite. » Et maintenant, nous savons, grâce aux psychologues cognitifs, qu'il y a beaucoup de choses auxquelles nous ne pouvons pas faire confiance. C'est pourquoi il faut avoir des collaborateurs dans ces recherches. Il faut avoir une relecture par les pairs. Il faut que les études soient répliquées. Il faut avoir plusieurs sources de preuves qui convergent simplement pour renforcer notre confiance et s'assurer que ce n'est pas seulement moi et ce qui se passe dans ma tête. Que je me fais des illusions, que je me suis engagé sur une fausse piste et que, vous savez, je deviens fou, mais que je suis seul. Voilà pourquoi des gens m'écrivent avec leur théorie de physique. Newton et Einstein avaient tort. J'ai tout résolu dans mon garage ce week-end. Je partagerai le Nobel si vous m'aidez avec les maths, mais je ne fais pas les maths. Vous savez, il faut aller voir le professeur de physique du lycée local et lui en parler. Je veux dire, il faut sortir et voir ce que font les autres. C'est une communauté sociale, donc la science est très sociale. C'est ce qui nous aide à éviter de créer des croyances au hasard, puis à chercher des preuves pour les justifier. Ces croyances sont des affirmations sur la façon dont le monde fonctionne. Je veux dire, tout le monde essaie de comprendre la situation dans laquelle nous sommes, d'adapter notre comportement pour traverser cette situation d'une manière compatible avec le bonheur. Et la religion est une stratégie pour y parvenir. Il se trouve simplement que c'est une stratégie qui repose, dans une large mesure, sur des mensonges et l'auto-tromperie. Et donc, je soutiens que c'est le mauvais outil pour cette tâche. Puis vient l'accusation d'arrogance, de se croire omniscient. Mais la science est humble, elle doit l'être. Nous aimons ce que nous ne connaissons pas parce que cela nous donne quelque chose à faire. Alors, Jerry observe le monde naturel avec le télescope, mais dans le mauvais sens. Il a l'objectif pointé de ce côté. Il pense que l'univers tourne entièrement autour de nous. Si tu regardes à travers le télescope dans le mauvais sens, qu'est-ce que tu vas voir? C'est comme si, l'univers avait été créé pour nous, les êtres humains. Ce que Jerry a, ce n'est pas une théologie. Ce que Jerry a, c'est une moiologie. C'est à propos de moi, c'est à propos de nous. A créé l'univers pour que notre espèce soit spéciale. Quand tu es assez humble et courageux pour admettre que nous sommes seuls dans un univers indifférent, tu peux choisir de t'en préoccuper. Voilà donc les raisons pour lesquelles je n'ai aucune croyance en quelque Dieu que ce soit. Si tu veux. Et foi en Jésus-Christ si tu en as besoin. Ne te rends pas vulnérable à la raison et aux preuves. N'exige pas que ta croyance soit raisonnable. Tu seras menacé de perdre ta foi. Tu pourrais perdre ta foi comme ceux qui l'ont perdue en Dieu. Sont généralement ceux qui ont ressenti le besoin de bonnes raisons, de preuves, d'arguments. Tu devrais plutôt choisir comme slogan « Credo quia absurdum ». Je crois parce que c'est absurde